Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact. Ici on découvre tous les jours des entreprises à impact positif, on parle des défis de la transition environnementale et sociétale. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Alexandre Bellitti, fondateur de Clini, qui fête ses 10 ans d'existence et veut continuer de transformer le secteur du nettoyage. Notre débat, il portera sur les data centers, comment les rendre moins énergivores. On découvrira notamment les solutions proposées par Schneider Electric. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir ensemble Green Metrics ou comment mesurer et piloter le bilan carbone du numérique. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Alexandre Bellitti, bienvenue. Vous êtes donc le fondateur de Clini. Je le disais, votre entreprise fête ses 10 ans. Quand vous l'avez lancé, c'était avec quelle idée, quelle ambition ? Alors, de manière je sortais d'école, l'ambition d'entreprendre et de lancer un beau projet sur un secteur que je trouvais très intéressant, avec un enjeu social très fort. Donc effectivement, on vient d'avoir 10 ans. Le secteur de la propreté est un secteur colossal dans lequel travaillent en B2B 600 000 personnes. En B2C, on peut monter jusqu'à à peu près 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, ça fait 8% des fiches de paye en France. Donc l'enjeu est effectivement important. L'idée, c'était quoi? C'était de proposer aux entreprises, aux collectivités, finalement une vision différente de ce métier, une offre différente? Tout à fait. Donc nous sommes présents aujourd'hui à Paris et à Reims, Paris qui est notre siège historique. On travaille dans les bureaux et on vient d'ouvrir une verticale hôtellerie. Et les deux éléments qui nous différencient, c'est effectivement principalement un très très fort engagement sur le sujet RSE et notamment l'enjeu social. Et on a fait une levée de fonds en 2018 de 3 millions d'euros, avec l'idée de digitaliser un secteur poussiéreux. Oui. C'est quoi, ou c'était quoi, selon vous, les principaux défauts de ce secteur ? Alors, j'aimerais dire c'était, mais on peut dire c'est encore, parce que c'est encore malheureusement d'actualité. Le plus gros enjeu est effectivement social, comme je vous disais, 8% des fiches de paye. Ouais. J'ai regardé un sondage il y a quelques jours. C'est le secteur après les artisans le plus précaire, au sens où le secteur avec les salaires les plus bas. Donc c'est et puis c'est un secteur qui s'est invisibilisé lui-même, avec des passages en horaire décalé, avec beaucoup de précarité à plein de niveaux. Donc l'idée c'est d'agir. Moi je suis petit-fils de femme de ménage. L'une de vos grand-mères était femme de ménage. Femme de ménage. Ouais. Je l'ai vue trimer, j'ai beaucoup discuté de ce sujet avec elle. C'est vrai que l'un des enjeux pour Clini, c'est de redorer le blason de ce secteur et de remettre de la fierté et de donner des perspectives à des gens qui ne sont pas habitués à en avoir. Ouais. Quelques chiffres concernant l'entreprise. Vous avez parlé des 3 millions d'euros levés, 10 ans on l'a dit, 250 clients, 100% des produits d'usage éco-certifiés, 100% de vos salariés en CDI et puis le chiffre d'affaires, 7,5 millions en 2021, 9 millions projetés pour cette année. Est-ce que globalement, c'est un secteur en croissance et quelle part vous y prenez ? Alors tout à fait, c'est un secteur en croissance qui faisait en 2018 un peu moins de 14 milliards et qui, au dernier décompte en 2021, faisait 17 milliards. Donc c'est un secteur qui est en croissance. Donc comme vous le disiez, cette année on va faire à peu près 9 millions de chiffre d'affaires. Donc on est encore un tout petit pousset dans cet écosystème. L'idée c'est de grossir de manière significative. On prévoit de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2024. Et on vise évidemment, puisque la profondeur du marché est énorme, d'atteindre une taille très significative. Est-ce que l'argument, qui est votre premier argument finalement, qui est de changer peut-être même notre regard à nous quand on travaille dans les bureaux sur ceux qui viennent les nettoyer, ça commence là, hein, ça démarre de là. Est-ce que dans votre succès, il y a, c'est un peu une lapalissade ce que je vais dire, mais une demande de plus en plus forte de vos clients, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose qui était, vous l'avez dit, invisibilisé, et puis quand même depuis quelques années, peut-être il y a eu un effet de la crise Covid, est-ce qu'on peut le penser, il y a des patrons ou des cadres dirigeants qui sont chargés de cette question qui disent non, faut changer la donne, quoi. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est évidemment pas une généralité, mais on sent que le vent tourne, qu'on arrive à fédérer des clients avec des valeurs qui nous correspondent. Effectivement, on fait de la croissance aussi, donc c'est plutôt bon signe, et on sent que le marché est en train de bouger, que certains gros donneurs d'ordre, effectivement, mettent le RSE comme l'un des KPI prioritaires lors des appels d'offres. Donc le marché va dans ce sens. Je pense que c'est la marge de l'histoire. Aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup d'évangélisation, vous en parliez.
c'est effectivement un secteur qui n'est pas habitué à se comporter en respectant et en valorisant les employés de terrain, donc on s'y emploie. Donc ça veut dire quoi? Je l'ai dit dans les chiffres clés, les CDI, mais c'est pas seulement ça, c'est un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme levier pour finalement redonner plus de dignité, plus de peut-être même d'ambition, de vision à long terme quand on fait ce métier? Tout à fait. Alors, il s'agit déjà d'accompagner au quotidien les agents. On parle d'un secteur dans lequel les gens peuvent être totalement mis à l'écart, c'est-à-dire travailler en horaire décalé, très peu voir leur management. Donc l'idée, c'est refédérer, accompagner alors on les appelle nos cleaners, nos agents d'entretien, au quotidien, être présent et pouvoir échanger. Savoir qu'il fait partie d'une entité, d'une entreprise et qui l'écoute. Anticiper, évidemment, et répondre à ses besoins de développement en compétences, donc l'accompagner dans la formation, à l'entrée et puis tout au long de sa vie. Parce que, alors ça on peut, pardon de vous interrompre, mais pas forcément l'imaginer, mais c'est un métier où on peut évoluer. Bien sûr. Ça, c'est un message que vous faites passer aussi. Oui, je parlais de perspective au début. C'est effectivement, ça paraît dingue de dire qu'un agent peut évoluer, parce qu'en général, c'est un métier, c'est un secteur dans lequel on rentre simplement pour vivre. C'est un métier essentiellement alimentaire. Et il est tout à fait possible de devenir, et c'est déjà arrivé chez Clini, j'en suis très fier, de commencer cleaner et puis de finir manager, et pourquoi pas. Et c'est ce qu'on essaie de modéliser. Alors, c'est un projet en cours, un travail sur la sortie positive. C'est l'idéal, c'est vraiment ce que j'aimerais mettre en place un jour, et on y travaille de manière assez acharnée, c'est une personne qui veut devenir autre chose qu'agent d'entretien, mais qui y rentre un peu par obligation, qu'on arrive à modéliser avec lui, de faire 1, 2, 3 années de formation, donc d'être agent d'entretien, et puis à terme de devenir pour faire un autre métier après. D'accord, ok. Voilà. Et donc ça, ce serait dans le cadre de la formation proposée par Clini, que vous prépariez la sortie, ce qui est quand même original, parce que la question de la fidélisation des salariés n'est pas neutre dans un secteur en tension. Je voudrais qu'on parle des horaires décalés, parce que ça reste quand même la norme de ce secteur. Est-ce que c'est un peu en train d'évoluer ? Alors, je pense que oui, il y a du travail qui est fait, il y a de l'information qui est donnée à l'ensemble des entreprises et encore une fois une évangélisation qui est faite auprès de donneurs d'ordre. C'est clairement, moi, la phrase que j'ai le plus combattue dans l'histoire de Clini, c'est je veux qu'à 9h tout le monde soit parti parce que je ne veux pas les voir, je ne veux pas qu'ils croisent mes employés. Il y a vraiment un sous-jacent qui est terrible, je trouve, dans cette phrase-là. Donc effectivement, nous, on évangélise et on travaille énormément à promouvoir le travail en journée. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on fait absolument pas de travail de nuit, donc travail en journée 6h, 21h, et aujourd'hui chez Clini, on a 34% de travail entre 10h et 18h. Donc c'est le vrai travail sur moi qui permet de le matin prendre un petit déj avec ses enfants et le soir de dîner avec sa femme. Bien sûr, ce qui est important, surtout quand on a des temps de transport qui sont importants. 34%, c'est bien au-dessus de la moyenne du secteur ? Alors c'est très difficile d'avoir de la donnée réelle, mais de ce qu'on en voit et de ce qu'on peut en sentir sur le terrain, et notamment en discutant avec nos collaborateurs. Parce oui, c'est très supérieur au secteur. Et puis on vise 50% en 2024 et j'aimerais faire 100% d'ici 2030. Je voudrais juste m'adresser aux chefs d'entreprise, aux cadres dirigeants qui nous regardent, parce que la démarche qui est la vôtre, c'est aussi en termes d'efficacité, c'est pas neutre, quoi. On peut imaginer moins d'absentéisme, moins d'accidents du travail, moins de maladies, enfin plus d'efficacité, quoi. C'est statistiquement ultra positif de faire passer les gens en journée. Voilà. Le seul frein, c'est cette historique que l'on a de l'agent d'entretien, il faut qu'il soit parti au moment où les collaborateurs arrivent. Il n'y a pas de logique derrière, autre que de se dire qu'on n'a pas envie que les gens se croisent. A priori qui est à la limite de l'ostracisme, quoi. Exactement. Alors que c'est vrai, vous le disiez, voir la personne en journée, ça donne plus de flexibilité, moins de turnover, parce que le fait de voir des gens, d'être partie prenante de l'entreprise dans laquelle on travaille, de connaître les collaborateurs, ça offre de la flexibilité, puisque vous pouvez demander à une personne de faire plutôt ça qu'autre chose. Donc c'est pas un cahier des charges appliqué de manière bête et méchante. C'est extrêmement positif de travailler en journée, et du coup on y travaille. J'ai bon espoir que ça aille dans le bon sens. Je l'ai dit dans vos chiffres clés, 100% des produits d'usage éco-certifiés. Les filières, elles existent, c'était facile de les sourcer, ça a été un défi ? C'était un défi il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt standardisé. Pour le coup, c'est vraiment l'un des points sur lequel le secteur a évolué rapidement et efficacement. Donc aujourd'hui, c'est plus réellement un défi et c'est même plus très différenciant sur le marché. Pour être tout à fait franc, le vrai point d'attention sur notre secteur, c'est le social. Vous êtes en cours de certification B Corp. Alors ça aussi, c'est un sacré défi. Pourquoi cette démarche ?
pour justifier de manière tangible que l'on fait les choses mieux que les autres sur le plan social et environnemental. On peut le dire, Bicorp permet de tamponner et de valider un processus qui est très long. Ceux qui connaissent et qui sont passés par le processus de certification savent les efforts que ça demande et l'engagement que ça demande. C'est l'un des labels sur lequel on ne peut pas tricher. D'autres labels où il suffit globalement de payer pour être labellisé. Bicorp, c'est absolument pas possible. Ouais, et donc ça demande du temps, de la disponibilité et de l'engagement de la part de l'entreprise et de ses collaborateurs. Dernier mot sur le fait que vous soyez signataire du Global Compact des Nations Unies, c'est quoi ? Tout à fait. Global Compact, c'est encore une fois c'est une nomenclature qui permet donc il y a ce qui s'appelle les ODD, donc 17 points d'attention. Oui, les objectifs de développement durable. Exactement. Donc 17 points d'attention sur comment bien faire les choses suivant qu'on respecte et qu'on peut avoir un impact sur ces ODD. Donc le Global Compact on est entré au Global Compact en 2015. À l'époque, je connaissais pas Bicorp tout simplement, et donc on s'en est servi comme un guide, d'une trame pour nous améliorer sur ces sujets qui sont primordiaux pour nous. Merci beaucoup, merci Alexandre Belliti, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur les data centers, les centres de données. Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Damien Giroux, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur des ventes Secure Power de Schneider Electric. Léa Goldfarb, bonjour, bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes responsable impact environnemental chez Platform.sh. Je commence avec, on va évidemment parler ensemble des centres de données, je le disais dans les titres. Ça représente quoi? C'est un marché important pour Schneider Electric? Alors oui, je voudrais rappeler deux choses. C'est que déjà, on a deux convictions chez Schneider. Oui. C'est que pour relever le défi climatique qui nous fait face, le monde de demain devrait être plus électrique et plus digital. Plus électrique parce que c'est la seule énergie finalement primaire que l'on peut décarboner. Oui. Et plus digital parce que le digital, c'est ce qui permet de donner de la vision, de mesurer et de transformer des usages qui étaient carbonés en moins carbonés. Et quand je dis ça, je dis que la suite, c'est que finalement le data center, c'est la brique de base qui va permettre à notre économie de se digitaliser. Ouais. Donc ça représente cette importance-là, elle est transverse sur l'ensemble des marchés que représente Schneider Electric. Et en France, pour donner quelques ordres d'idées, on compte environ 250 data centers dits d'hébergement sur le territoire français. Ouais. Et donc l'enjeu de la sobriété ou de l'efficacité énergétique, on peut employer aussi ce terme-là, de ces centres de données, il est évidemment majeur. Est-ce que vous diriez que c'est une préoccupation ancienne ou qu'au contraire, elle commence seulement à poindre chez vos clients? Non, je dirais que ça fait plus de 15 ans que c'est dans la feuille de route de l'industrie du data center en France, en tous les cas. Moi, je suis dans ce business-là depuis une quinzaine d'années. Et déjà, à l'époque, l'efficacité énergétique était un vrai critère et important. Pourquoi ? Parce que les data centers sont électro-intensifs et donc consommant de l'énergie, ils avaient besoin déjà de travailler cette efficacité. Par contre, ce qu'on a vu poindre il y a 5 ans à peu près, c'est une feuille de route plus environnementale, on va dire. C'est-à-dire, on fait déjà attention à sa consommation d'énergie, mais on regarde aussi quelle énergie on consomme. Est-ce qu'elle est carbonée, pas carbonée? Et on fait aussi attention à sa consommation d'eau, on fait attention à la gestion de ses déchets. Donc là, on commence à avoir des clients qui sont plus orientés sur ce volet environnemental, l'énergie étant adressée déjà depuis pas mal d'années. Ouais. Léa Goldfarb, présentez-nous Platform.sh. C'est quoi le métier de Platform? Donc déjà, Platform.sh, c'est une start-up française qui a été créée en 2015. Et nous sommes une solution de bout en bout d'hébergement dans le cloud. Donc tout ce qui est site web, application. Donc, nous, notre avantage de l'environnement, c'est notre densité. Donc, dans les centres de données, notre auditeur de carbone a trouvé qu'on a un gain de ressources de 12 fois. Donc, on peut émettre jusqu'à environ 9 fois moins de CO2 qu'un data center classique. Avec vos solutions? Voilà. Qu'est-ce qu'elle change? Comment on arrive à une telle différence? Parce qu'elle est assez vertigineuse, voilà, cette différence. Exact. Et comme j'ai dit, c'est un tiers qui a vérifié ça. C'est pas juste... Oui, c'est un audit extérieur. Un tiers. Donc, pour nous, on a la stratégie mode, mesurer, optimiser, déployer et éduquer. Et c'est vraiment dans la partie, j'ai déjà parlé d'audit carbone, de mesurer, et d'optimiser, c'est notre orchestration dans le cloud, qui
qui permettent une densité très très haute de déploiement. Aussi, on donne aux développeurs la possibilité de regarder leurs ressources et de réduire. Et finalement, c'est une question de où on déploie, de déploiement de nos work packages. Et on peut déployer dans les centres verts parce que nous sommes une solution multi-cloud. Donc, on peut être sur Google, on peut être sur AWS ou autre. On reviendra notamment sur la conception des sites ou des applis parce que ça peut vraiment jouer un rôle important. Mais je voudrais juste dire un mot de votre démarche personnelle parce que vous êtes docteur en chimie atmosphérique et vous avez fait partie de l'unité de soutien des techniques aux scientifiques du GIEC. Pourquoi vous avez rejoint plateforme.sh? Elle est où la démarche? Voilà, donc en fait, les questions environnementales m'ont toujours passionnée depuis que j'étais toute petite. Donc, et j'ai vu que le parcours scientifique était la façon de quantifier nos impacts. Mais je me suis retrouvée dans le domaine de la politique de la science en écrivant des rapports qui n'étaient pas pris en charge par des gens qui ont la possibilité de prendre des décisions. Donc, quand j'ai vu un poste qui a eu le mot impact à l'échelle dans le titre, j'ai soumis mon CV. Ouais. Finalement, vous dites qu'il y a un levier d'action qui est peut-être aussi ou plus efficace. Je voudrais qu'on rentre dans le détail des solutions pour rendre ces data centers un peu moins énergivores. Damien Giroux, comment vous aidez, comment Schneider Electric aide à faire bouger les lignes dans ce secteur? C'est des solutions numériques, évidemment, c'est une vision générale. On parlait de l'audit, du fait de mesurer avant de prendre les bonnes décisions. C'est quoi vos outils? Alors, déjà, nous, pour rappeler, on s'occupe des briques énergétiques qui vont alimenter, refroidir et urbaniser les data centers. Donc, tout ce qui va faire marcher l'informatique. Et il y a plusieurs choses. Nous, on fabrique des produits et c'est déjà dans l'éco-design des produits qu'on va amener des solutions, amener des produits qui sont en capacité de consommer moins d'énergie pour fournir plus de services. Donc, ça, c'est ce qu'on s'attache à faire depuis des années et qu'on continue à améliorer dans la recherche et développement de nouvelles solutions. Il y en a un certain nombre qui arrivent autour du refroidissement, par exemple. Parce que le refroidissement, pardon de vous interrompre, alors notamment c'est consommateur en électricité, mais en eau aussi, c'est quoi l'enjeu sur le refroidissement? C'est l'électricité d'abord. Il y a eu un peu de buzz sur la consommation d'eau cet été dans un pays. En France, il faut savoir que les designs de refroidissement sont surtout avec des boucles d'eau fermées. D'accord. Quasiment pas de consommation d'eau. Donc il n'y a pas d'enjeu de consommation d'eau. Par contre, c'est le premier poste de consommation énergétique d'un data center. Et donc travailler ce poste-là pour réduire sa consommation, c'est très important. Et en fait, on s'aperçoit que les technos le permettent, et puis il y a aussi des pratiques que l'on met en place. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 10-15 ans, on parlait de data center refroidi à l'eau glacée. On produisait de l'eau à 6 ou 9 degrés qu'on injectait dans des armoires de climatisation pour extraire les calories des serveurs. Et ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, nous, on parle plutôt de data center refroidi à l'eau tiède. C'est-à-dire qu'on a travaillé nos produits et on a travaillé aussi les usages chez nos clients pour fournir plutôt de l'eau à 20 degrés que de l'eau à 6 degrés. Donc, on imagine la différence. Dans certaines régions comme la Bretagne, il y a des gens qui pensent qu'à 20 degrés, on se baigne. Donc, c'est que l'eau est suffisamment tiède, on va dire. Et donc, avec de l'eau tiède, l'intérêt, c'est que faire de l'eau à 20 degrés plutôt qu'à 6 degrés, c'est beaucoup moins d'énergie déjà injectée pour extraire des calories. Et puis, c'est surtout profiter du froid extérieur dans un pays comme la France, où un nombre d'heures assez important dans l'année, il fait moins de 20 degrés dehors, pour pouvoir utiliser l'air de l'extérieur sur un échangeur, plutôt que des compresseurs qui consomment beaucoup d'énergie pour refroidir le data center. Donc ça, c'est 20-30% de réduction de consommation énergétique de la production de froid, juste en remontant les boucles d'eau froide. Léa Goldfarb, je voudrais, on va parler de solutions plus générales, mais parler de la conception d'un site ou d'une appli. On l'a déjà évoqué ici, mais est-ce que vous aidez vos clients à concevoir des applis ou des sites plus sobres en quelque sorte, moins énergivores? Déjà, plateforme s'occupe de tout qui est sécurité, infrastructure, aussi la partie réglementation. Et on laisse nos développeurs travailler sur la présence en ligne et de visualiser avec des outils comme Blackfire, des usages de réduire encore moins de ressources, d'utiliser moins de ressources. Donc ça, c'est possible. Et je peux parler d'une appli que nous, on a créée, qui est notre Region Finder. Et avec ça, on peut regarder, avec cette solution multi-cloud, qu'est-ce que c'est le réseau électrique qui soutient le data center et l'intensité carbone. Et on peut choisir des centres bas carbone.
Donc ça, c'est une application assez intéressante et avec de visibilité sur le climat. Ouais. Plateforme.sh qui vient de réaliser son bilan carbone avec Greenly. Alors, ça vous a permis quoi? D'identifier des leviers d'amélioration encore? Tout à fait. Il faut prendre une photo de la situation actuelle en prenant en compte le PUE, le Power Usage Efficiency des data centers. On regarde aussi avec un location-based strategy. Donc, on vraiment regarde le CO2 qui est émis dans ce data center directement et après les ressources utilisées pour avoir une photo réelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va jusqu'à changer de stratégie sur certains, certains leviers à activer, sur une business unit qu'on va faire évoluer. Ça va jusque-là? Je pense que quand des entreprises se coupent plus et plus, comme nous, à des impacts environnementaux, avec aussi la partie financière, et ils veulent réduire leur impact carbone, ils vont prendre des photos, comme nous on a fait avec notre audit, et essayer de réduire avec des solutions comme la nôtre. Ouais. Damien Giraud, on parle souvent d'économie circulaire dans cette émission. Est-ce que l'économie circulaire, ça peut s'appliquer à cet univers des centres de données? Bien évidemment, ça peut s'y appliquer, et ça s'y applique déjà. Ouais. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a réalisé récemment chez un de nos clients un audit de circularité, et l'idée est d'identifier sur un data center existant la durée de vie des produits, comment on peut prolonger cette durée de vie grâce au reconditionnement de certains modules, grâce au monitoring, puisque quand on mesure, je parlais tout à l'heure du digital qui donne de la visibilité, mais quand on surveille un matériel électrique ou un matériel de refroidissement, on est capable de mesurer les dérives et de dire tiens, finalement, il ne dérive pas tellement, on peut le garder encore 2 ou 3 ans de plus. Et puis en France, on a aussi 2 usines qui sont consacrées à reconditionner des produits, et donc on reconditionne certains produits pour leur donner une deuxième vie. Et donc, quand un produit qui avait déjà eu sa première vie, donc pour lequel on avait extrait des matériaux et consommé du carbone pour le fabriquer, on lui donne une deuxième vie, on évite en fait oui, bien sûr, on voit bien l'usage, on est vraiment dans l'économie circulaire, mais cette deuxième vie, elle reste exactement dans le même usage, ou alors ça peut être un autre usage? Alors, ça peut être un autre usage, mais ça reste aussi dans le même usage. L'intérêt en fait de le faire dans nos usines, c'est qu'ensuite les produits sont testés et validés comme un produit qui sortirait d'une chaîne de production neuve. On a créé un label qui s'appelle Circular Certified, et quand nos produits sont Circular Certified, ça veut dire qu'en fait ils ont les mêmes fonctionnalités qu'un produit neuf. Donc il peut repartir dans une chaîne pour le même usage que l'aurait été un produit neuf. Un dernier mot avec vous, Léa Goldfarb, sur la certification B Corp qui est en cours. C'était déjà la dernière question que je posais à l'invité précédent. C'est une démarche assez lourde quand même pour une entreprise. Qu'est-ce que ça représente? Voilà, donc c'est une démarche qui nous intéresse. On a changé nos statuts de prendre en compte des considérations environnementales et sociales. Et pour nous, c'est vraiment dans le fibre de notre entreprise. On a un comité de diversité, équité et inclusion. On a changé aussi notre politique de voyage, de notre achat. C'est vraiment un travail de base avec tous nos salariés. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager vos solutions et partager votre expertise sur les centres de données. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite. Bonjour Nicolas Mouret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur avec Daniel Layani et Baptiste Thomas de GreenMetrics, créé l'an dernier. C'est quoi l'idée de départ? Faites-moi le pitch. Alors moi je viens du monde du recyclage, parce que précédemment j'avais fondé une entreprise dans la collecte et la valorisation de déchets. Et dans ce cadre-là, j'ai abordé la thématique de la pollution numérique. Et la volonté avec mes associés cofondateurs a été de proposer en fait une solution plug and play, automatisée, plateforme SaaS comme on peut l'appeler, pour mesurer et réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Alors c'est quoi cette solution? Quelle solution vous proposez à vos clients pour justement réduire leur pollution numérique? Alors aujourd'hui on a 3 grands produits. L'idée est de faire en fait un bilan carbone du numérique en fonction de l'activité de chaque entreprise, qu'elle soit plutôt site internet, e-commerce ou une entreprise plutôt générale. Donc l'idée va être d'analyser notamment le parc informatique, les différents usages des collaborateurs, mais également analyser l'activité d'un site internet,
tenant compte des impacts que ça va avoir si vous, en tant que visiteur d'un site, vous allez devoir recharger votre téléphone. En fonction du lieu géographique où vous êtes, vous avez une intensité carbone qui est différente. Quel va être votre parcours sur le site, les volumes de données qui vont être échangés, et on va remonter jusqu'au data center et à l'hébergement du site. Et on fait également la même chose sur la partie des campagnes digitales. Ouais. Qui sont vos clients? Uniquement des entreprises? Il y a des collectivités aussi? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des grandes entreprises, vraiment banque, assurance, beauté, médias, luxe. Les petites entreprises ne sont pas encore sensibilisées, ou du moins n'ont pas encore cette sensibilité-là. C'est en train d'arriver. On voit notamment un cadre réglementaire qui est en train d'être mis en place depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Et les collectivités ont, d'ailleurs, il y a un décret qui est paru cet été, fin juillet, pour que les collectivités de plus de 50 000 habitants mettent en place une stratégie numérique responsable, et notamment liée aux services numériques, sites internet et autres, avec une maturité à 2025. Ouais. Vous avez une offre spécifique pour le e-commerce? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises de e-commerce qui, par définition, qui sont dans cette démarche? De plus en plus, on a une offre, en effet, notre offre s'appelle Grid Metrics Analytics, où en fait on va analyser, donc comme je vous le disais, toute la partie analytics du site, quels sont avec quel device ou quel mobile ou sur un poste fixe il va y avoir une visite, quel est le lieu géographique, quel est le parcours client, l'expérience client, et derrière nous on va analyser et apporter en fait une dimension d'impact, avec une analyse environnementale, mais également sociale. Mais c'est quoi, si on reste sur les entreprises de e-commerce, c'est quoi le levier prioritaire ou le plus efficace peut-être pour réduire l'impact environnemental numérique? Alors ça va être essentiellement des critères d'éco-conception du site, donc le poids des pages. Aujourd'hui, le contenu multimédia sur les sites internet représente entre 30 et 40% de l'impact. Donc ensuite, on va recommander des actions pour réduire le poids de ces pages. Ça veut dire quoi? Un peu moins de vidéos, par exemple? Ou alors qu'elles soient utilisées à bon escient? Tout à fait. Alors, il ne se déclenche pas automatiquement. Enfin bon, je sais pas, moi je réagis en usager là. C'est une des recos. Alors vous, en tant qu'usager, vous n'allez pas forcément, vous n'allez rien voir. Par contre, il va y avoir des solutions de compression des vidéos. On va également recommander sur le message des vidéos peut-être plus courtes, sur les images de la même façon, et ensuite sur le parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialisées sur le parcours utilisateur, l'expérience client. Nous, on va leur montrer que moins de pages, moins d'interactions, qui est également quelque chose de positif pour elle, va être également positif pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet aujourd'hui d'1 million de visites mensuelles, c'est l'équivalent de 10 tonnes d'équivalent CO2, soit à peu près l'empreinte carbone d'un Français en 2021. Vous lancez une formation au numérique responsable à destination des entreprises. Ça se présente comment? De quoi s'agit-il? Alors c'est un module de 2 heures où en fait l'idée était de sensibiliser, parce qu'aujourd'hui on est dans la première difficulté, en tout cas la barrière qu'on a eue, c'est d'éduquer les gens sur le fait que, en effet, le monde digital est un monde qui a un impact réel sur la planète. Et on a eu du mal, en tout cas jusqu'à présent on avait un peu de mal à le faire comprendre. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible de par l'énergie que ça représente en termes de consommation. Et donc l'idée a été de, on va dire, vulgariser les différents principes et également montrer des éco-gestes au quotidien. Donc c'est une première étape de vulgarisation de cette thématique, notamment dans le cadre de l'entreprise et des collaborateurs. Partager les bonnes pratiques, par exemple. Tout à fait. Vous en avez une en tête? Aujourd'hui, ça va être notamment sur la partie des équipements. Ce qui consomme énormément, c'est la partie hardware, c'est-à-dire vraiment l'alimentation de son équipement, mais également la durée de vie. Donc l'idée est de toujours prolonger au maximum la durée de vie de ces équipements. Pareil, dès lors que vous pouvez débrancher, ou en tout cas pas forcément laisser allumer vos ordinateurs, etc., sont des éco-gestes que tout le monde connaît, que peu font. Et l'idée, c'est qu'on a voulu également matérialiser ces impacts au travers de la solution pour leur montrer au quotidien ce que ça génère comme impact. Merci beaucoup Nicolas Mouret, bon vent à Green Metrics. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.